bonjour à tous. J'ai le plaisir de présenter Penny Starfield. Ce plaisir s'appuie sur une reconnaissance parce que j'ai été le copilier, c'est comme ça qu'on appelle à Tamworld ceux qui tiennent. On a 4 piliers sur 4 thèmes, comme vous le voyez dans la brochure, et nous étions responsables, enfin surtout Penny, c'est pour ça que je suis heureux de l'introduire, responsable du thème du hasard dans l'art. Et vous avez compris qu'à Tamworld, on a tenu à ce qu'il y ait une approche scientifique de très haut niveau, mais qu'on n'oublie pas les approches artistiques. Et là, on va avoir la chance d'avoir quelque chose de très haut niveau qui va traiter du cinéma. Donc, vraiment merci pour la composition et le travail sur le programme de Tamworld. Vous savez que ça a été reporté à cause de la pandémie, donc vraiment, c'est un travail intense. Et alors, Penny Starfield est professeure à l'université de Caen en études américaines et cinématographiques. C'est bien ça? Oui. Et donc, on va avoir les deux en même temps, puisque tu vas parler, si j'ai bien compris, du cinéma anglophone et d'une question absolument capitale qui est quel est le rôle, la place du hasard dans le cinéma? En tant que spectateur, on est parfois troublé, on comprend qu'il y a du hasard, et tu vas donc nous répondre à cette question. Merci à toi. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on pourrait formuler cette question autrement. On pourrait dire quelle place le choix des styles au hasard dans le cinéma. De toute façon, aujourd'hui, je cherche à retrouver cette place du hasard au cinéma. C'est-à-dire à l'intérieur d'un récit fictionnel qui, par définition, tendrait à s'opérer selon un nombre relativement fixe de choix paradigmatiques et dont la construction télique, la fin à laquelle tend tout récit, semble exclure la mention même du hasard. Dans une étude sur la précarité du récit, j'ai isolé quelques accidents au moment du tournage, donc qui précède le film lui-même, qui pourraient intervenir. Des tentatives volontaires comme l'improvisation d'acteurs que l'on trouve parfois chez John Cassavetes, donc au moment du tournage, ou des cas limites d'un cinéma expérimental comme chez Andy Warhol. J'ai mis en avant une tendance du cinéma du début du XXIe siècle chez les cinéastes tels Lynch, Nolan, Cronenberg et Shyamalan, tendance qui cherche à rompre avec la finalité du récit en inscrivant à l'intérieur du film une relecture nécessaire. Je prolonge aujourd'hui une autre interrogation, ou une suite, si vous voulez, sur la possibilité d'un hasard au cinéma qui tomberait du côté de la comédie ou de la tragédie, comme si le hasard suivait la dichotomie dessinée par les masques du théâtre. J'ai choisi donc 3 films très différents, sortis à des époques relativement éloignées dans le temps, mais qui ont en commun un élément, l'apparition inattendue d'un bébé. Il s'agit du Gosse de Charlie Chaplin, sorti en 1921. Ensuite, le film sud-africain Tsotsi de Gavin Hood de 2005. Ce film a reçu le prix du meilleur film en langue étrangère aux Oscars de 2006. Et enfin, un célèbre western, La chevauchée fantastique, Stagecoach, sorti en 1939 de John Ford. Ces 3 films se situent à l'intérieur d'un spectre qui va de la comédie à la tragédie. Mais là où Chaplin transforme un contexte dramatique en comédie, Tsotsi raconte une histoire dramatique, parfois avec de l'humour. La chevauchée fantastique se trouve entre ces 2 pôles, marquée par le regard ironique fordien sur l'hypocrisie sociale. Commençons par la comédie. Le Gosse débute sur une mère célibataire qui choisit de laisser son bébé dans une voiture garée devant une maison cossue, dans l'espoir qu'il sera élevé par des gens aisés. Malheur, 2 voleurs s'emparent de la voiture et, à la découverte du bébé sur la banquette arrière, le déposent dans une rue crasseuse. Pour Chaplin, le plan général, comme au début de cet extrait, avait une fonction humoristique. Et on le voit dans le personnage du vagabond qui arrive du fond de cette rue jonchée de détritus au rythme d'une musique quelque peu mécanique, comme si on mettait en marche une boîte à musique ou un
horloge. D'ailleurs, comme les scénarios de ces films, Chaplin enseignait les compositions musicales. Suit un gros plan, non pas sur le visage du personnage, et Chaplin disait que le gros plan, par contre, était vecteur de l'émotion et éventuellement de la tragédie. Il n'abuse pas dans ces films de gros plans sur le visage. Ici, il montre autre chose qui a plutôt un effet comique. Ses mains gantées, signe, comme le reste de son habillement, d'une certaine prétention au statut de gentleman et le choix qui lui appartient d'ouvrir une boîte de cigarettes et d'y sélectionner un mégot. Par un geste d'aristocrate, il se débarrasse de ses gants, tout comme il avait fait de l'allumette pour allumer son mégot, laissant ainsi ses mains nues, indispensable pour ses gestes de mime, mais aussi pour prendre dans ses bras ce bébé emmitouflé dont les cris viennent d'attirer son attention. Donc on voit ici le mécanique du comique qui intègre rapidement le hasard dans son quotidien. Sa première réaction, c'est d'accorder à ce bébé, à côté des poubelles, la même provenance des ordures qu'il a failli recevoir. Peut-être le bébé appartient-il à cette mère qui s'éloigne derrière avec sa poussette à 2 places, dont une est vide. Elle a sûrement perdu. Et c'est la question qu'il lui pose dans un intertitre qui suit. Comme chez Tati, pour qui la rencontre fortuite avec un objet, une batte de ping-pong par exemple, ne perturbera guère son personnage, le vagabond de Chaplin ne réfléchit pas. Et après quelques tentatives de se défaire du bébé, l'acceptera. Il commencera à lui sourire et prendra sur lui l'injonction écrite sur un bout de papier par la vraie mère, aimée et prenez soin de cet enfant. Comme bon comique, il la suivra à la lettre dans les soins quotidiens ou l'apprentissage des rues, aussi peu orthodoxe qu'il soit. Et il traversera des toits de ce quartier pauvre de Manhattan pour soustraire l'enfant des mains d'un directeur. Le cinéma comique, n'opposant guère de frontières à l'inhabituel, le vagabond au grand cœur de Chaplin intègre l'enfant abandonné dans sa vie, qui en fin de compte, comme le montre le mécanique de l'extrait, était triste et soumise à l'habitude. Car un véritable rapport d'amour naît entre le vagabond et l'enfant, comme nous voyons ici à gauche. Lorsqu'ils se trouvent séparés à la fin, la détresse de Charlot se traduit par le biais d'un rêve, moyen d'exprimer des pensées et des émotions à l'époque du muet, mais aussi de façon freudienne, les désirs du rêveur. Et c'est ce qu'il y avait écrit dans le diapositive précédent, c'était l'idée du choix comme une volonté et, moi je dirais, comme du désir. Et c'est ce que le hasard fait entrer dans la vie des personnages de ces 3 films. À droite, vous voyez le film Tsotsi qui reprend ce thème d'un bébé découvert dans une voiture par un petit voyou, ici Tsotsi, qui vient de voler la voiture. Et on voit une autre similitude qui relie les 3 films dont il est question aujourd'hui, c'est la façon de présenter le bébé aux personnages qui vont l'accueillir. En fait, le hasard se fait connaître lentement. Et d'abord, excusez-moi, par des bruits inattendus, même si c'est un film muet pour Chaplin, insolites, vu les circonstances, qui proviennent du hors-champ. D'abord, le personnage entend le bébé, l'enfant. Autrement dit, les personnages dans le champ entendent le bébé, voilà. Et puis après, dans un autre plan, le personnage ou les personnages vont le voir. Donc on pourrait appeler ce plan le contre-champ. Champ contre champ au cinéma le personnage voit l'enfant, mais en même temps, l'enfant est donné à voir au spectateur. Donc le spectateur est inclus dans le film.
Si ici le lien causal est maintenu entre ce qu'entend le personnage et l'image, le contre-champ reste le lieu du hasard, un lieu qui potentiellement a le pouvoir de fournir une image discordante ou incongrue, comme ici, et comme c'est souvent le cas. Dans ces 3 films, ce sont les regards échangés entre les personnages et le bébé qui scellent la rencontre et les conséquences. Le rapprochement est indiqué dans ces 2 exemples par le fait de réunir dans un même plan le personnage et le bébé. Donc c'est déjà un rapprochement visuel. À gauche, la relation naissante entre Charlot et le bébé. À droite, les regards de surprise et de méfiance entre Tsotsi et le bébé, dont les pleurs l'ont fait sauter précédemment. Le 3e film, La chevauchée fantastique. Donc, la naissance imprévue dans une auberge au milieu du désert d'Arizona sert d'un point tournant de ce récit. Et ça se passe plus ou moins vers le milieu du film ou en allant vers la fin. En accord avec les environs sauvages, c'est un coyote au milieu et on identifie un cri de coyote qui se mêle cependant à celui du nouveau-né qu'on voit à droite, présenté quelques instants après, une petite fille, et elle est présentée aux hommes de cette diligence par une des 2 femmes de la compagnie, la prostituée Dallas, dont on voit les vêtements derrière le bébé. C'est un véritable hasard de lieu de naissance pour Petite Coyote, surnom donné par les autres passagers à cette petite fille dont la venue au monde aurait dû se passer dans une plantation sudiste, comme sa mère, ou au moins dans une caserne de cavalerie où son père l'attend. Passons à Tsotsi. Tsotsi, c'est un surnom, donc ce personnage a le surnom de son métier, c'est-à-dire c'est un petit voyou, c'est le sens de Tsotsi. Et nous venons de voir avec le gosse que le choix s'évapore au contact du comique. Le drame de ce personnage est de se trouver face à sa propre enfance inachevée, confronté à des choix existentiels. Mais commençons au début du film, parce qu'un film ne se fait pas au hasard. Le scénario est en général travaillé, intentionné. On remarque dans les premiers plans un jeu de dés en cours et une main non identifiée qui jette les dés vers la caméra. Ce plan rappelle l'ouverture d'un film américain, un film noir célèbre, Gilda, sorti en 1946 avec Rita Hayworth dans le rôle titre. Comme nous le voyons ici, les dés eux-mêmes sont plus grands que nature et ils tomberont sur un doublet de 6 car ils sont pipés. Non seulement le joueur derrière triche, mais toute l'histoire de ce film noir est obscurcie, construite de personnages énigmatiques qui se manipulent les uns les autres. Les premiers plans de ces 2 films servent de véritables plans de situation parce qu'ils informent le récit qui va suivre. Dans Tsotsi, les dés informent l'intrigue différemment. Ils tomberont sur un 5 et un 4 que le joueur, à qui échappent les bases de l'arithmétique, interprète comme un 11, signe de la privation la plus complète de ces 4 jeunes hommes et de la malchance qui gouverne leur existence. Dans un film de fiction, il faut distinguer entre le hasard vécu par les personnages, comme ici dans Tsotsi, et les choix de l'auteur, les auteurs du film. Comme nous venons de voir, les techniques narratives et cinématographiques peuvent avoir une incidence importante sur l'histoire. Prenons l'exemple de l'éclairage. Lors de l'acte criminel que commet Tsotsi, donc c'est un autre acte qui précède le vol de la voiture,
qui va changer la course de sa vie, c'est-à-dire le vol et le meurtre d'une passagère dans un train de banlieue. On remarque une lumière blafarde artificielle qui éclaire la gare, ainsi que l'intérieur de la rame, comme si elle était extérieure au personnage. Alors, j'ai pris l'exemple de L'étranger parce que Tsotsi est tiré d'un roman d'Athol Fugard, qui était dramaturge. C'est le seul roman qu'il a écrit, un Sud-Africain. Et les écrivains sud-africains de cette époque, à partir des années 50, le roman est écrit en 1979, les écrivains étaient, comme beaucoup de Sud-Africains eux-mêmes aussi, étaient très influencés par la littérature d'engagement et par les écrivains existentiels français, et notamment Camus. Donc, on voit dans ce film, tiré du roman Tsotsi, qu'il y a des similitudes. Par exemple, cette description du meurtre gratuit commis par Meursault, accompagnée d'une lumière aveuglante dont la description s'étale sur plusieurs pages avant d'atteindre les 4 coups brefs émis par son revolver. L'effet sur les deux personnages, Meursault et Tsotsi, est le même. L'action non motivée se produit dans un état second, mais le réveil, il y a un réveil pour tous les deux, le réveil pour Meursault est brutal, celui de Tsotsi se fait progressivement. Et donc, j'ai fait un petit schéma ici, on pourrait appeler ces liens entre un roman caché, donc on pourrait l'appeler l'intertexte, et on voit un lien peut-être un peu ténu entre le gosse et Tsotsi, le roman, même si on sait que le gosse est ressorti au début des années 70, et Athol Fugard, en tant que dramaturge, il a sûrement vu le film. D'ailleurs, dans Tsotsi, le bébé ne se trouve pas sur un siège arrière, mais c'est une mère célibataire, apparemment, qui donne le bébé à Tsotsi, caché dans une boîte de chaussures. Ensuite, effectivement, bien, c'est une adaptation d'un roman, donc il y a des liens étroits, et puis il ressort dans le roman et dans le film l'intertexte de L'étranger. Donc, ce que je vous montre ici, je reviens un peu en arrière dans le film, parce que le moment clé qui provoque des transformations chez Tsotsi, c'est le vol et le meurtre dans le train de banlieue. Après, il va se disputer avec un des membres de sa bande et qui le contredit, et il va le tabasser très sévèrement. Donc il part en courant parce qu'il s'est réveillé quelque chose chez lui. Il quitte la ville de Soweto qu'on voit derrière, on aperçoit dans le noir, et commence à courir. Et pendant cette course, il traverse un no man's land entre cette ville séparée de Johannesburg, et il va vers la grande ville Johannesburg avec ses lumières, les lumières de la ville. Et en traversant, il se souvient de son enfance, une enfance qu'il a complètement oubliée jusqu'à oublier son prénom. Donc, en courant, il y a une série de plans, un montage alterné entre Tsotsi adulte et Tsotsi enfant qu'on voit ici, et les premiers souvenirs qui reviennent. Donc, cette zone de No Man's Land, par excellence, cet autre espace où hétérotopie, selon Foucault, permet aux premiers souvenirs d'enfance de lui revenir. Le montage alterné se transforme alors en chant contre chant.
Et l'image souvenir devient le contre-champ intime, donc l'image à droite ici, qui ressurgit chez le protagoniste. C'est un usage du montage alterné que nous devons à Alain Resnais, depuis Hiroshima mon amour, qui s'inspire beaucoup de la mémoire involontaire de Proust et qui se revêt donc du hasard. Par opposition, cette technique narrative cinématographique sert habituellement à créer du suspense et de l'émotion. Plutôt qu'un choix de l'espace qu'il traverse, c'est le hasard que traverse Tsotsi. C'est le hasard aidé par sa course, le positionnement de son corps, qui selon Proust favorise le ressurgissement de la mémoire involontaire. Ce sont ces éléments aidés visuellement par le raccord en l'axe, c'est-à-dire la centralité coïncidente de l'homme et de l'enfant à l'intérieur du cadre, ainsi que la pluie battante qui sert de rappel de ses larmes d'enfant. Et petit à petit, d'autres souvenirs vont revenir. Il va se souvenir de sa mère qui était mourante à cause elle avait le sida, un père très très violent. Là, il court, il quitte à droite, l'enfant quitte la maison familiale et petit à petit, son vrai prénom revient David. Donc, après, il arrive dans une banlieue aisée de Johannesburg. La pluie continue. Et là, c'est un moment du roman qui est reproduit. Donc, il s'est assis le dos contre un arbre. Il aurait pu se lever pour aller ailleurs, vers une autre destinée. C'est ma traduction. Car les étoiles étaient occupées ce soir-là. Il choisit cependant de rester. Et ce faisant, il saisit le fil de soi-disant hasard qui allait le conduire sur un chemin étrange. Et voici ce chemin étrange. Dans la pluie, il regarde ses mains. Ce plan rappelle les mains de Chaplin dans Le Gosse, sauf que ses mains sont immaculées de sang. Et il s'assoit ici, vous voyez mal dans le noir, contre un arbre. Et c'est à ce moment-là qu'une voiture s'approche, une femme essaie d'entrer chez elle, la télécommande ne marche pas. Et c'est à ce moment, Tsotsi lui tire dessus, elle serait paralysée à vie, et il s'en va avec la voiture et découvre après le bébé. Donc après, il va commencer à prendre soin du bébé et il doit chercher une femme pour le nourrir et il s'identifie avec le bébé. Ce qui se passe, c'est qu'il devient à la fois mère et père de ce bébé et aussi il donne son propre prénom au bébé, il devient l'enfant lui-même. Et il retourne avec deux de ses comparses à cette maison, ostensiblement pour la cambrioler, mais lui, il va directement dans la chambre de l'enfant. Et là, il découvre cette caverne d'Ali Baba, ces merveilles que lui, il n'a jamais connues. Donc, on voit dans ce plan qu'il regarde tout autour de lui. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des papiers peints qui représentent une scène de jungle africaine. Et puis, il y a ce surplus de meubles, de jouets. Et maintenant, il devient en lui-même un peu mère nourricier. La première chose qui l'attire, c'est une table où se trouve le lait en poudre de bébé, des biberons. Il prend tous ses affaires et les peluches sur le lit de l'enfant. Il bourre un sac qu'il a sur lui. L'identification de Tsotsi au bébé se voit dans la séquence ici. Alors, je passe plusieurs péripéties juste pour vous montrer la fin du film et il se rend compte à la fin qu'il doit rendre le bébé. On a son signalement. En hors champ ici, il est tenu en joue par la police et ici, il fait ses adieux à ce bébé. Mais on voit aussi qu'il a parcouru, comme un critique a dit, un chemin vers la lumière. Il est habillé en blanc maintenant.
Il y a plusieurs chants contre chants encore. Et là, il fait ses adieux à David, le petit bébé. Et puis le bébé lui touche avec ses petites mains. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le père est situé ici à gauche en amorce. Dans le contre-champ, c'est le père qui prend le bébé maintenant, qui regarde Tsotsi fixement, et le bébé qui, avec ses petites mains, retrouve la bouche de son vrai père. Il y a deux fins à ce film, si jamais vous avez l'occasion de le voir, donc je ne vous les raconte pas. Sauf si vous le souhaitez après. Donc, pour terminer, Stagecoach, la diligence. Alors, pour moi, la diligence, alors c'est un mode de transport qui est apparu vers la fin du XVIIIe siècle, et on voit bien ce que c'est un stagecoach. C'était un moyen qui facilitait le transport des voyageurs, mais en même temps, les voyageurs étaient très très mal assis, et ils étaient les uns sur les autres. Donc voilà un moyen propice pour rassembler des passagers qui, dans d'autres circonstances, ne se seraient guère fréquentés. Les 7 passagers à l'intérieur représentent un mélange de couches sociales. Et donc, comme la clôture ici indique, ils sont sur le point de quitter la civilisation pour l'inconnu de ce paysage vide et aussi hostile au fond. Juste avant, les voyageurs ont pu déjeuner dans cette auberge. Cette vue d'ensemble à gauche les montre autour de la table selon une configuration qui respecte les convenances sociales. À la tête, la femme du Sud, future mère du bébé, on ne sait pas encore, elle est déjà enceinte, Lucy Mallory. Debout à sa gauche, le joueur, donc c'est un film qui intègre ce personnage de joueur, Hatfield, ex-soldat de l'armée confédérée, qu'il a connu lors de cette autre vie, pendant la guerre de sécession, suivi de Gatewood, à droite, et on le voit mieux ici, à côté de Dallas, dans la diligence. Mais en fait, sous ses allures de bon citoyen se cache un banquier véreux qui s'est enfui avec l'argent de ses clients. Nous sommes en 1939, à la fin d'une décennie où beaucoup de banques ont fait faillite et les banquiers ne sont pas appréciés. Ces 3 personnages viennent de se déplacer de l'autre bout de la table car Ringo, joué par John Wayne, avait proposé à Dallas, la femme aux mœurs légères, comme on le disait à l'époque, un siège à côté de Madame Mallory. Et donc, ce n'était pas possible et Hatfield les a fait déplacer de l'autre côté. Manque à l'appel, parce qu'ils sont 7 à l'intérieur du diligence, le docteur alcoolique Boone, qui est allé directement au bar, et M. Peacock, qui, sous une apparence d'homme timide, vend du whisky contrebande. Chaque personne a quelque chose à cacher. Certains de ces passagers avaient prévu de monter à bord, comme Gatewood, Peacock et Lucy Mallory. Peut-être cette future mère avait-elle déjà fait un choix en quittant son milieu. C'est une petite fenêtre qui s'ouvre sur un personnage peu étudié, parce qu'elle est désagréable, et je découvre cette petite fenêtre de choix grâce à cette étude. Le joueur représentant par excellence du hasard monte à la dernière minute en apercevant Lucy, de qui il avait été amoureux. Le docteur Boone et Dallas prennent la diligence contre leur volonté, chassés de la ville par un comité de dames en raison de leur comportement incorrect. À l'intérieur de la diligence, des personnages sont soumis au hasard. Donc, on voit ici comment ça se passe. On remarque à droite la proximité non choisie à laquelle ils sont soumis. Le banquier se trouve à côté de Dallas. Il ne se serait jamais fait dans la vie sociale, même s'il fait semblant qu'elle n'existe pas et déborde
sur sa place à elle. Maintenant, je vais vous montrer l'autre arrêt de la diligence la nuit dans une auberge au milieu du désert de l'Arizona. Et c'est le moment où on découvre que Lucy Mallory est enceinte et elle va accoucher. Donc, hors scène, le docteur Boone se rachète, il boit beaucoup de café, il va la faire accoucher, assistée par Dallas, et les hommes, attendent en silence autour d'une table, très inquiets de la suite des événements, avec bien sûr le joueur au milieu. Alors, il y a, je vais juste le dire très rapidement, peut-être que vous l'aurez reconnu ou vous le savez, c'est que l'intertexte de ce film, c'est un film qui est d'après une nouvelle américaine, Diligence vers Lordsburg, mais Ford disait, il a cité Boule de Suif de Maupassant. Sauf que dans Boule de Suif, on ne prend jamais la diligence. Mais c'est un film, on verra, qui, on l'a déjà vu, qui montre l'hypocrisie sociale comme l'a fait Maupassant, mais Maupassant est beaucoup plus peut-être cruel et cynique que Ford l'est ici. Parce que s'il y a des ressemblances, il y a également des écarts par rapport à la nouvelle française. Le voyage de la diligence est au centre du film, et c'est la prostituée qui en sort gagnante. Grâce à son aide pour faire venir au monde la petite fille, cette femme américaine sert de force dans la naissance de l'Ouest et de son mythe. À gauche, les hommes qui attendent la naissance du bébé, attablés dans une image qui fait penser à un tableau impressionniste ou un tableau de la tour en raison de la lumière qui annonce la venue de Dallas et le bébé. Donc ce n'est pas une lumière externe comme dans Totti ou L'étranger, mais c'est une lumière interne. C'est comme si le personnage de Dallas est illuminé par quand elle arrive avec le bébé, c'est comme si c'était elle, la Madone, qui présente le bébé dans ses bras. Et cet événement annonce la renaissance de Dallas et l'amour qui pointe entre elle et Ringo. Donc, on remarque aussi un retournement des choses, parce que maintenant, tous les hommes qui l'ont ignorée avant, qui l'ont dédainée, se retournent vers elle et vont même lui adresser la parole. Donc, il y a un inversement à ce moment de la dominance homme-femme et aussi des rapports de classe. Je termine très brièvement avec ces images. Donc, à droite, le fameux Monument, la fameuse Monument Valley, qui apparaît pour la première fois dans un film de Ford. Et on voit, peut-être vous arrivez à apercevoir la diligence qui apparaît tout petite ici, très vulnérable, et ici à gauche, les Apaches, Geronimo qui pointe sans doute vers la diligence. Et donc, pendant tout le film, il y a eu cette menace parce que Geronimo, dont on n'a entendu que le nom jusqu'ici, avait quitté la réserve. Donc, ce qui se passe, si vous connaissez le film, vous savez très bien qu'il y a tout un coup de la diligence en bas, panoramique rapide vers les auteurs et les Apaches qui les attend, la menace qui les attend. Le lien établi par ce panoramique soudain, de droite à gauche, est l'incarnation en lui-même du hasard. Et il sera suivi de l'attaque. Des balles qui atteindront leur but, les Indiens, des flèches parfois perdues, comme celle qui atteint Peacock sans le tuant, mais d'autres flèches accomplissant un jugement moral, comme celui qui tue Hatfield, le joueur.
Regrettablement, c'est le sort de beaucoup de joueurs filmiques. Merci. J'ai une question un peu curieuse, mais la chevauchée fantastique, ça me rappelle la bande dessinée de Lucky Luke qui s'appelait La Diligence. Je ne sais pas si vous avez vu cette bande dessinée et si vous pensez que Goscinny s'est inspiré du film pour créer cette bande dessinée. Sûrement. Oui, je pense, oui. Et je pense qu'on peut avoir une très bonne compréhension des westerns américains, justement par les bandes dessinées, Lucky Luke. Il y a beaucoup de situations qu'on va retrouver dans les westerns. D'une part, enfin, le hasard des flèches, qui est parfaitement choisi, il est déterminé par la morale de la société américaine, ça se voit d'une façon absolument exemplaire. Donc c'est intéressant, justement, de repérer ça. L'exploitation du hasard, je dirais, pour remettre Dieu en place. Je dirais, en fait, c'est le moral de Ford. C'est lui qui fait le partage entre les bons et les mauvais. Et il se passe quelque chose après, c'est qu'il est représenté par le shérif lui-même, donc par la loi. C'est le shérif qui, parce que Ringo, normalement, il doit retourner en prison. Il s'est échappé, mais il y a une vengeance, etc., qu'il doit mener. Et il va laisser partir les deux personnes qui étaient au plus bas de l'échelle. Il va les laisser partir au fond de l'écran et quelque part. Donc oui. On pourrait le dire même avec Chaplin, quand il regarde là-haut, d'où vient ce bébé? C'est présent un peu partout, oui. Merci beaucoup, Penny Starfield. Étant de formation de philosophie et des sciences de la nature, je me sentais un petit peu hors champ pour pouvoir vous commenter, notamment quand j'ai entendu le titre de votre présentation, quelle place le hasard laisse-t-il au choix dans le cinéma, je m'étais fait la réflexion que vous avez vous-même énoncée, à savoir pourquoi la question n'était pas quel plat le choix laisse-t-il au hasard dans le cinéma. De prime abord, c'était ce qui me venait en tête, l'idée étant que autant dans la manière de réaliser un film, notamment vous en avez parlé avec la question de l'improvisation, il y a une place au hasard, mais dans la narrativité du film, j'avais du mal à voir avant votre présentation où le hasard pouvait vraiment jouer un rôle. Et finalement, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça m'a fait penser à la manière dont Leibniz construit l'idée de libre arbitre dans sa pensée. À savoir que l'idée, c'est de dire que il y a le monde en fait est déjà déterminé, sauf que en fait les déterminismes qui pèsent sur nous, on n'en a pas conscience. Ce qui fait que en fait, du point de vue divin, tout est bien agencé, l'ordre de mon corps, l'ordre de mon esprit et la manière dont on interagit, etc. Mais n'étant pas consciente des déterminismes qui pèsent sur moi, finalement, cette ignorance permet de ne pas avoir à nier l'existence d'un libre arbitre. C'est d'ailleurs une des différences fondamentales entre Leibniz et Spinoza. Et voilà, l'idée de dire que n'ayant pas conscience des choses qui pèsent sur moi, il existe un libre arbitre et du hasard, j'ai eu l'impression que c'était un peu la même chose qui avait lieu dans la narrativité au cinéma. Je m'explique. Là, ici, le hasard, il est surtout entendu, à mon sens, comme un imprévu, quelque chose qui vient surgir et tant au niveau du scénario et qui influe de manière primordiale dans la suite de l'intrigue. Et finalement, donc on voit ce hasard comme imprévu dans les 3 cas d'études que vous avez mobilisés, à savoir donc le gosse de Charlie Chaplin, Tootsie, de Garvin Hood et la chevauchée fantastique de John Ford. Et donc pour le dire rapidement, à chaque fois, donc c'est l'apparition impromptue d'un bébé qui vient complètement modifier la donne. On l'a vu, Charlie Chaplin se promène et tout d'un coup tombe sur cet enfant. Une bande de malfrats, tout d'un coup, après avoir commis un casse, tombe sur cet enfant qui était encore dans la voiture. Et la naissance impromptue d'un enfant au milieu du désert vient complètement rompre la suite du voyage.
Donc finalement, on est dans des narrativités où, même si scénaristiquement parlant, l'événement était prévu, pour les personnages, n'ayant pas conscience de ce qui se passait, le hasard comme imprévu vient jouer un rôle capital. D'ailleurs, ce hasard est d'ailleurs lui aussi mis en scène, un petit peu dans une sorte de mine en abîme, notamment par la présence de joueurs et de jeux de dés dans deux des films que vous avez mobilisés. Et donc, ce hasard est aussi mobilisé par des éléments de rupture extrêmement forts. Vous en avez parlé, en termes de technique cinématographique, il y a des ruptures entre champ contre champ. Dans la chevauchée fantastique, il y a des ruptures avec ces éléments à la Latour, des jeux d'ombre et de lumière. Au fait aussi que ce personnage féminin qui était ignoré, tout d'un coup les regards se tournent sur elle. Donc c'est autant d'éléments en termes de technique cinématographique qui permettent d'insister sur ce hasard comme rupture. Donc finalement, même si la chaîne causale narrative était là, le spectateur déjà n'en a pas conscience, les personnages n'en ont pas conscience, et le hasard ici a toute sa place puisque les techniques cinématographiques mobilisées permettent d'autant plus de mettre en avant l'importance qui tient dans le cours du récit. Donc finalement, quelle place le hasard laisse-t-il au choix dans le cinéma ? La question est à propos et non pas l'inverse, tout simplement parce que ici on a affaire à un hasard imprévu et qui permet en fait de jouer de mécanismes de rupture extrêmement importants dans les 3 œuvres que vous avez mobilisées. Merci beaucoup. Et merci à vous. Je peux reprendre le micro. Je voulais juste reprendre le micro pour 2 minutes parce que, comme vous savez, un film est le produit de l'œuvre d'une équipe. Et ici, aussi à Time World, ce colloque est l'œuvre d'une équipe. Et je voudrais prendre 1 minute pour remercier certaines personnes dans cette équipe, les animateurs et animatrices, les caméramans, vous êtes en fait synthétiseurs aussi. Donc un grand remercie à l'équipe.